Eh bien, bonjour à toi qui est arrivé jusqu'aux exercices, félicitations. Et puis, nous allons commencer tout de suite alors, avec tout d'abord les ondes longitudinales et transversales. Alors, ce qu'on demande, c'est de compléter le tableau suivant, sauf les cases grisées, par un exemple. Voilà, donc on demande des ondes qui ont une dimension, deux dimensions, trois dimensions, et qui sont transversales ou longitudinales. Et là, tu me mets juste des exemples. Ok? Voilà, bon, là, je te donne pas de conseils, hein, tu peux y aller tout de suite. Allez, on y va, arrête la vidéo, papier crayon, chut, tu le fais, et puis on se revoit pour la solution. À tout de suite. Bon, j'imagine que ça s'est très bien passé, c'est plutôt une question facile. Allez, on corrige ensemble. Donc, une onde à une dimension qui est transversale, eh bien on l'a vu dans les cours même. C'est par exemple une perturbation sur une corde. D'accord? Une perturbation transversale. Perturbation sur une corde. Voilà. Et pour la longitudinale, eh bien, pour une longitudinale, on peut penser à une perturbation de compression sur un ressort. D'accord? Donc, perturbation, compression, ressort. Voilà. Alors, à 2D, bon, on en a vu une aussi dans le cours, d'accord? C'est A2D transversale, donc dont la perturbation, pardon, est perpendiculaire à la direction de propagation, ben, c'est par exemple la houle. Ok. Et à 3D longitudinale, eh bien là on en a vu une également, d'accord, qui est le son. Voilà. Donc voilà les réponses à cet exercice 1, c'était assez simple. Donc juste rappeler ici que des ondes transversales, c'est des ondes dont la perturbation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation de cette perturbation. Et les ondes longitudinales sont des ondes dont les perturbations sont parallèles à la direction de propagation de cette perturbation. Voilà, voilà. Bon, allez, à tout de suite pour le 2 alors. Alors, retard et célérité. Lors d'un orage, on mesure que le bruit du tonnerre nous parvient 3,4 secondes après le flash de l'éclair. La température de l'air est de 25 degrés Celsius. Donnée, la vitesse du son dans l'air dépend de la température. Mais elle est donnée par la relation V est égale à V20,05 fois racine carrée de T, avec V, qui est la vitesse, bien sûr, en mètres par seconde, et T, qui est la température en Kelvin. Premièrement, que peut-on dire du temps mis par la lumière émise par l'éclair pour atteindre l'observateur? Justifiez votre réponse par un calcul. 2. Déterminez la distance à laquelle l'éclair a eu lieu par rapport à l'observateur. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de secrets hein, dans cette question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On introduit cette relation-là. Sinon, vous avez fait un exercice très similaire, hein, déjà, dans le quiz, voire dans les méthodes. Hein, je crois qu'on a déjà vu une fois ou deux fois dans cette leçon. Donc voilà, allez, c'est à vous. Papier crayon, hop, arrêtez la vidéo et exercez-vous. Tout va bien? Tout s'est bien passé pour vous, pour toi? Oui? Ah bah écoute, j'en suis enchanté. Voici la solution. Donc, la vitesse de la lumière, elle est presque 10 exposants 6 fois plus grande, c'est-à-dire 1 million de fois plus grande que celle du son. En effet, la vitesse de la lumière, c'est 3 10 exposant 8 mètres par seconde. Et si je la compare à celle du son, qui est égale à 340 mètres par seconde, d'accord? Je vois bien que l'un divisé par l'autre, ça fait 3,18 divisé par 3,2, c'est de l'ordre de 10 exposant 6. D'accord? Donc, le temps mis par la lumière pour atteindre l'observateur est négligeable comparé au temps mis par le son pour faire de même. Voilà la réponse à la question 1. D'accord? Donc la lumière va tellement vite qu'on ne va pas considérer sa vitesse, on va dire que c'est instantané. Et donc pour la sous-question 2, on aura donc le calcul de la vitesse du son qui nous dit que V ce sera égal à 20,05 fois la racine carrée de la température, mais qui est exprimée en Kelvin, donc ce sera 273 plus 25, ce qui nous fait, en prenant la machine et en faisant le petit calcul, 346 mètres par seconde. Ce qui est bien ce qu'on a l'habitude comme ordre de grandeur pour la vitesse du son dans l'air, d'accord? 340, 350 mètres par seconde. Donc, quand a eu lieu l'éclair,
eh bien on sait qu'on avait un temps de 3,4 secondes. D'accord? À quelle distance est-il? Eh bien il suffit maintenant de multiplier ce délai qui a eu entre le moment où l'éclair est arrivé et le moment où le son du tonnerre est arrivé, donc 3,6. Donc le délai a introduit là un déplacement, ou si vous voulez, le déplacement introduit un délai qui peut être calculé. Voilà. Et donc D sera égal à V fois ce fameux délai, delta T, ce qui veut dire que ce sera 346 mètres par seconde qu'on vient de calculer, fois les 3,4 secondes qu'il a fallu attendre entre l'éclair et le tonnerre. Voilà, donc l'un fois l'autre, ça nous fait 1,2 km. Donc l'orage était à ce moment-là à 1,2 km. Ok? Et on garde ici deux chiffres significatifs parce qu'on avait là deux chiffres significatifs. Voilà, voilà. Bon, pas trop dur, hein? Pas trop compliqué vu ce qu'on avait déjà vu précédemment. Voilà. À tout de suite. Alors, dans ce troisième exercice, on va parler de la longueur d'onde de la lumière. Lorsque l'on parle d'une longueur d'onde d'une radiation électromagnétique, on précise, ou le plus souvent on sous-entend, qu'il s'agit de la longueur d'onde dans le vide. La fréquence d'une onde lui est propre. Elle ne varie jamais, selon le milieu de propagation de l'onde. Au contraire de sa vitesse. Premièrement, donner la fréquence des radiations lumineuses correspondant aux limites du visible. La longueur d'onde dans le vide, ça va de 380 à 780 nanomètres. L'eau a un indice de réfraction moyen qui est égal à 1,33. On rappelle que l'indice de réfraction d'un milieu transparent est défini par N, c'est C sur V, où C c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et V c'est la vitesse de la lumière dans ce milieu. Donc il sera toujours évidemment plus petit que C. De A, calculer la vitesse de la lumière dans l'eau, et en B, en déduire les longueurs d'onde des limites du visible dans l'eau. Troisièmement, démontrer que dans un milieu transparent d'indice de réfraction N, la longueur d'onde d'une radiation lumineuse est égale à sa valeur dans le vide divisé par N. Voilà. Donc, longueur d'onde de la lumière. Comment on joue avec? Allez, c'est parti. Papier, crayon, tu arrêtes la vidéo, tu t'exerces, tu réfléchis, tu résous, et on se revoit dans quelques instants pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc on sait tout d'abord, pour la 1, que la longueur d'onde, c'est la célérité fois la période de l'onde. Donc, inversement, si on veut connaître la période, on peut dire que la période, c'est la longueur d'onde divisée par la célérité. Or, on nous donne les longueurs d'onde pour les différentes fréquences, pour les différentes ondes. Donc, pour le violet, on nous dit, donc c'est le côté bas du domaine du visible en longueur d'onde, 380 nanomètres. Eh bien, on aura donc que la période va être égale à quoi? Alors, puisque c'est lambda sur C, ça va être 390 moins 9, que je mets en mètres, divisé par C, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, donc 3, 10 exposant 8. Donc, diviser l'un par l'autre, ça nous fait 1,27, je le fais avec la machine, tu vérifies ça, 10 moins 15 secondes. D'accord? Donc, c'est de la femtoseconde. 1,27 femtosecondes. Si je regarde maintenant à quelle fréquence ça correspond, puisque c'est la fréquence qu'on nous demande, bien on sait que la fréquence d'une onde, c'est l'inverse de sa période. Donc on va faire l'inverse de ça. Donc 1 divisé par 1,2710 moins 15, hop, ça nous fait 7,89, 10 exposant 14 Hz. D'accord? Donc l'inverse d'une période, c'est une fréquence, et les unités, ça va être l'inverse des secondes, donc des secondes moins 1 ou des Hertz. Et l'inverse de 1,27 10 moins 15, c'est 1 sur 1,27 10 moins 15, c'est 10 moins 15 divisé, c'est 10 15 divisé par 1,27. Et ça nous fait ceci. Voilà. Alors, pour le rouge, qu'est-ce qui se passe pour le rouge? C'est exactement la même chose, mais c'est de l'autre côté du visible. Donc, ça va être les grandes longueurs d'onde, ici 780 nanomètres. Ça va correspondre donc à une période de 780 fois 10 moins 9 divisé par 3, 10 exposant 8.
Cette fois-ci, c'est un peu plus long, ça nous fait 2,70 moins 15 secondes, ou femtosecondes de nouveau. Et pour connaître la fréquence, j'inverse cette période, ce qui va faire 1 sur 2,70 moins 15, ce qui fait 10,15 divisé par 2,6, et 10,15 divisé par 2,6, ça fait 2,26. D'accord? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça nous fait 3,85, 10 exposant 14. Voilà. Ok avec ça? Bien, donc voyons, que nous demande-t-on dans la suite? Alors, dans la suite, donc, on nous a introduit l'indice de réfraction, et on demande de calculer cette fois-ci la vitesse de la lumière dans l'eau, et d'en déduire les longueurs d'onde des limites du visible dans l'eau. Donc, plus dans l'air, ni dans le vide, mais dans l'eau. Bon, alors qu'est-ce qui se passe si je passe dans l'eau? Je vais avoir donc en deux petit a, c'est que la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est de l'eau, ça va être la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par l'indice de réfraction de l'eau. D'accord? Et comme l'indice de réfraction de l'eau, on a dit que c'était 1,33, ben je vais avoir 3 10 exposant 8 divisé par 1,33, ce qui va me faire 2,26 10 exposant 8 mètres par seconde. Et ayant la vitesse de propagation dans l'eau, je vais pouvoir déterminer cette fois-ci la longueur d'onde dans l'eau en utilisant le fait que c'est relié à la vitesse et la fréquence par la vitesse de l'onde dans l'eau divisée par sa fréquence, qui elle ne bouge pas. D'accord? Donc ça va faire 286, ok, à 586 nanomètres. Ça, c'est ce qui correspondait à 380 dans le vide, et ça, c'est ce qui correspondait à 780 dans le vide. D'accord? Voilà, voilà. Alors, troisièmement, que nous votons dans le 3? Démontrer que dans un milieu transparent d'indice de réfraction n, la longueur d'onde d'une radiation lumineuse est égale à sa valeur dans le vide divisé par n. Donc on veut montrer que lambda, c'est lambda sur n. D'accord? Lambda dans un milieu, c'est lambda dans le vide divisé par le n de milieu. Ok, donc allons-y. Donc on sait que la longueur d'onde dans l'eau, c'est la vitesse de l'onde dans l'eau divisée par sa fréquence. Or, la vitesse de l'onde dans l'eau, c'est O. On a dit ici plus haut que c'était bien la vitesse de la lumière dans le vide divisée par l'indice de l'eau. Ce qui veut dire donc que la longueur d'onde dans l'eau sera égale à la vitesse dans le vide divisé par l'indice de l'eau, d'accord? Le tout divisé par la fréquence. C'est-à-dire qu'on va diviser ça, on va avoir C divisé par l'indice de l'eau fois la fréquence. Parce que si je divise C par l'indice de l'eau et encore par la fréquence, je divise par le produit des deux. Or, ce que je sais encore, c'est que C sur F, ça, c'est la longueur d'onde dans le vide. Et donc, j'ai la longueur d'onde dans le vide divisée par l'indice de l'eau. Et donc, effectivement, la longueur d'onde dans l'eau, c'est la longueur d'onde dans le vide divisée par l'indice de l'eau. Voilà. Donc, la longueur d'onde dépend du milieu dans lequel l'onde se propage, contrairement à la fréquence qui n'en dépend pas. Voilà, voilà. J'espère que tout ça est clair, que vous y étiez arrivé par vous-même, et que sinon, ben, les solutions, là, ont illuminé votre esprit. Allez, à bientôt pour le 4. Alors, dans celui-ci, on est parti pour investiguer le principe du sonar. Alors, un sonar, c'est Sound Navigation and Ranging. C'est un dispositif qui émet une brève impulsion sonore, ou ultrasonore, et écoute l'écho qui lui parvient, en mesurant le retard ΔT entre l'émission et la réception de l'impulsion sonore. Donc, pour simuler un sonar, on utilise un émetteur-récepteur d'ultrasons, relié à un oscilloscope, et on place un écran réfléchissant à une distance d de l'émetteur-récepteur. On obtient alors l'oscillogramme suivant sur l'oscilloscope, envoi 1 et envoi 2.
La vitesse de balayage de cet oscilloscope est réglée sur 0,5 millisecondes par division. Premièrement, on vous demande d'attribuer chacune des voix à l'émetteur et au récepteur en justifiant votre choix. Et 2. De déterminer la distance d en l'exprimant sous la forme de d est égal à d moyen plus ou moins delta d. Dans les conditions de l'expérience, la vitesse du son est égale à 343 mètres par seconde. Donc delta d, ici, c'est l'incertitude sur d. C'est une incertitude absolue. Voilà, donc exprimez-la et rappelez-vous comment on calcule donc une incertitude absolue. C'est bon? On voit bien ce qu'il faut faire? Eh bien écoutez, comme d'habitude, hein, papier-crayon, vous arrêtez la vidéo, hop, vous vous exercez, vous solutionnez, et on se revoit pour la correction dans quelques instants, dès que vous avez fini. Donc, allons-y pour la correction. Eh bien, on voit bien ici, sur ce graphique, que la voix 1, qui est là, correspond à l'émetteur, d'accord? Car le signal sonore apparaît là en premier. Donc c'est l'émetteur, et puis là-bas c'est le récepteur. Ok? Donc d'abord il y a émission et puis réception, et on voit bien avec le décalage temporel qu'il y a entre les deux voix. D'accord? Donc cette voix correspond à l'émission, et celle-là à la réception. Alors, déterminer la distance d en l'exprimant sous cette forme, sachant que la vitesse du son est ça. Alors, pour déterminer la distance d, sachant ici qu'on a une information temporelle, eh bien il faut bien sûr utiliser la relation entre distance et vitesse. D'accord? Qui dit qu'une distance est une vitesse fois un temps. Donc il faut d'abord déterminer le temps qui s'est passé entre l'émission et la réception. Et puis, de façon non négligeable, il faudra bien se rappeler que le temps, c'est le temps de l'aller-retour. D'accord? Parce que le son part de l'émission, d'accord? Puis il est réfléchi à une distance d et il revient pour être détecté. Donc, cette émission, elle aura parcouru une distance 2d. Hein, la distance qu'il faut pour aller jusqu'au miroir et puis revenir. D'accord? Voilà. Alors, que vaut delta t? Eh bien, si on regarde bien le décalage qui est entre les deux ondes, on voit ici, hop, l'onde démarre, l'impulsion, pouf, finit ici. Puis la seconde, elle est reçue là. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, j'ai 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, 5 carrés qui sont passés. Or, je sais que c'est 0,5 millisecondes par division. Or, je viens de faire 5 divisions. Donc, ça veut dire que je vais avoir ici 5 plus ou moins une division. Et puis, il faudra transformer ça en temps. Alors, on me demande aussi, on me demandera après dans delta D une incertitude. Donc, il faut que je sache quelle est l'incertitude sur ma mesure du temps déjà. Et l'incertitude sur la mesure du temps, bon, on la voit très bien ici aussi, c'est qu'il y a, regardez, là, pour chacune des grosses divisions, qui correspond à 0,5 millisecondes, il y a ici, d'accord, il y a des petites barrettes qui donnent l'erreur. Hein. Finalement, on peut se tromper d'une barrette sur la mesure. Une petite barre là. Et cette petite barre, elle correspond à 0,1 division, d'accord, 0,2, pardon, 0,2 division. Donc je peux me tromper. Donc ça veut dire que le delta t, finalement, ça va être ceci. Hop, on y va. Donc le retard entre l'émission et la réception, comme je le disais, c'était 5 divisions sur l'oscillogramme, avec une incertitude de lecture de 0,2 divisions, c'est la petite barrette. Donc on aura 5 plus ou moins 0,1 division. Voilà. Et delta t, ça va donc correspondre à quoi? Eh bien, puisqu'une division correspond à 0,5 millisecondes, on va multiplier tout ça par 0,5 millisecondes. Donc delta t sera égal à 2,5 plus ou moins 0,5 millisecondes. Alors la distance donc parcourue entre l'émetteur et le son vaut donc D sera égal à C fois delta t sur 2. D'accord? Puisqu'on fait vraiment un aller-retour entre l'émetteur et l'écran. Et donc, si on calcule les deux bornes, donc d'un côté la distance minimum, qui serait due au temps minimum en tenant compte de l'incertitude, eh bien ce serait C fois delta t minimum divisé par 2. Donc ça nous fait 343 mètres par seconde fois delta t minimum. Delta t minimum c'est, attention ici c'est 0,05 fois 2,45 divisé par 2.
Eh bien, si je calcule ça à la machine, ça nous donne 0,42 mètres. D'accord? Parce que c'est des millisecondes, donc je voulais oublier encore, fois 10-3, attention. Voilà. Et au niveau du maximum, la distance maximum en tenant compte de l'erreur positive, ce sera, sur le temps, ce sera c fois delta t max sur 2, ce qui fait 343 fois 2,55 fois 10-3, puisque c'est des millisecondes, divisé par 2. Et donc là, on a, en calculant la machine, de nouveau 0,44 mètres. D'accord? Donc, à quoi sera égale la distance que l'on cherche? Ce sera bien la moyenne des deux, 0,43 mètres, plus ou moins 0,01 mètres. Et si je prends le moins, j'arrive bien à la distance minimum, et si je prends le plus, j'arrive bien à la distance maximum. Donc voilà, on a déterminé la distance qui séparait l'écran réfléchissant finalement de l'émetteur en tenant compte de l'incertitude de la mesure sur l'oscillogramme qu'on a converti successivement en incertitude barrette sur l'oscillogramme, en une incertitude sur le temps et puis une incertitude sur l'espace. Voilà, tout cela est clair? Eh bien c'est magnifique. Allez, on se voit pour le suivant alors. À tout de suite. Alors, dans cet exercice 5, on va considérer puissance et intensité sonore. Donc là, on change. On n'est plus avec la lumière. On va travailler, ni même avec une onde électromagnétique, on part avec une onde sonore. Alors, une personne parle avec un niveau sonore de 60 décibels. Quel est le niveau sonore total si une deuxième personne se met à parler en même temps avec la même intensité sonore? Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette question? Bon, ben, il faut aller regarder la définition du décibel si vous ne vous souvenez plus. Et puis alors, donc, arrêtez la vidéo, retournez voir les rappels si vous ne savez plus. Et puis retour, résolvez l'exercice, et on se voit tout de suite après pour cette correction. Alors, voici la correction. Donc, attention, rappelons-nous deux petites choses. Une intensité sonore, ça va s'écrire comme I, d'accord? Et ça va s'exprimer en watts par mètre carré. Voilà. Et un niveau sonore s'exprime comme L, et L a été défini, rappelez-vous, dans le cours comme 10 fois le logarithme en base 10 de l'intensité sonore dont on parle ici, divisé par une intensité sonore de référence, d'accord? Donc L va s'exprimer en décibels, hein, voilà. Et alors, ce qu'il faut bien savoir pour résoudre l'exercice, c'est qu'évidemment, les intensités sonores des deux personnes vont s'ajouter, mais pas les niveaux sonores. D'accord? Parce que le logarithme, ça transforme un produit en une somme. Mais si j'avais une somme à la base, je ne la transforme pas grâce à un logarithme. D'accord? Donc on ne peut pas faire simplement la somme des niveaux sonores. Donc l'intensité sonore d'une personne qui parle, eh bien I, puisqu'on nous donne 60 décibels, c'est le niveau sonore qu'on nous donne, eh bien il faut remonter à l'intensité sonore. Donc l'intensité sonore, ce sera I0 fois 10 exposant le niveau sonore. D'accord? Alors, je vous le refais celui-là. Si j'inverse cette relation-là, je vais voir que L sur 10 est égal au logarithme en base 10 de I sur I0. Ce qui veut encore dire que I sur I0 sera égal à 10 exposant L sur 10, où I est égal donc à I0 fois ce 10 exposant L sur 10. Voilà, donc ça c'est mathématique. D'accord? Ça vient de la définition des logarithmes, en particulier en base 10. C'est comme le logarithme népérien, simplement on travaille en base 10. Donc I est égal à I0 fois 10 exposant donc le niveau sonore divisé par 10. Or, le niveau sonore, on l'a donné comme étant égal à 60 décibels. I0, qui est l'intensité de référence, eh bien on sait que ça vaut 10 moins 12 watts par mètre carré. Donc ça, c'est une relation, c'est un nombre qu'il faut plus ou moins retenir. D'accord? Donc je vais avoir 10 moins 12 fois 10 exposant, c'était 60 décibels divisé par 10. Donc je vais avoir 10 moins 12 fois 10 exposant 6. Et 10 moins 12 fois 10 exposant 6, ça fait 10 moins 6. Tout simplement. Voilà. 10 moins 6, quoi? Alors c'est une intensité, là, c'est des watts par mètre carré.
Si maintenant j'ai une deuxième personne qui parle avec la même intensité, d'accord? Je vais donc avoir que l'intensité finale, ce sera la somme des deux. Ce sera I plus I, ce qui fait 2I. Ce qui fait 2 fois 10 exposant moins 6 watts par mètre carré. Et donc je peux maintenant revenir au niveau sonore, L', en prenant 10 fois le logarithme en base 10 de ce I' divisé par l'intensité de référence de nouveau. Ce qui va me faire 10 fois le logarithme de 2,10 moins 6 divisé par 10 moins 12. D'accord? Voilà. Et si vous faites ça à la machine, alors vous pouvez faire des simplifications avant, hein, mais je ne vous les fais pas ici. Ça vous donnera 63 décibels. Voilà. Donc si vous avez une deuxième personne qui parle comme la première, ben, ce n'est pas 60 plus 60 décibels la réponse. C'est un peu plus, hein, au niveau sonore, hein, c'est 63, d'accord? Mais on ne peut pas additionner. On additionne les intensités, pas les niveaux. Voilà. Bon, ben, ça fait une réponse de plus et un exercice de plus terminé. C'est très bien. Alors vous pouvez faire une petite pause, hein, là ça fait un petit moment qu'on travaille. Faites une petite pause et je vous retrouve après pour le prochain exercice. À bientôt. Eh bien, après cette petite pause, nous revoilà partis, et donc on va étudier dans cet exercice 6 l'étude du son émis par un diapason. Premièrement, la célérité des ondes sonores. On dispose de microphones, M1 et M2, à la même distance d'un diapason. On obtient les courbes ci-contre. On remarque que les signaux sont en phase. 1,1. Déterminer la période T, puis la fréquence F du son émis par le diapason. Ensuite, on éloigne le microphone M2 peu à peu, jusqu'à ce que les courbes soient de nouveau en phase. On réitère l'opération jusqu'à compter 5 positions pour lesquelles les courbes sont à nouveau en phase. La distance D entre les deux microphones est alors égale à 3,86 mètres. Question 1,2a. Définir d'abord la longueur d'onde lambda. 1,2b. Déduire sa valeur numérique de l'expérience précédente. 1,3. Pourquoi est-il préférable de compter plusieurs positions pour lesquelles les courbes sont à nouveau en phase plutôt qu'une seule? 1,4. Calculez alors la célérité V de l'onde. Et 1,5. La fréquence du son émis par le diapason est doublée. La nouvelle valeur de la célérité mesurée, vaut V, est égale à 3,410 exposant 2 mètres par seconde. Que déduire de cette mesure? Enfin, toujours pour continuer avec le diapason, on va étudier le timbre et la hauteur d'un son. Donc de 1, le son émis par un diapason est-il pur ou complexe? Justifié. De 2, représenter l'allure du spectre en fréquence correspondant au son émis par le diapason de la question 1.1, ici. L'expérience de la partie 1 est de nouveau réalisée, avec une guitare, jouant un son complexe de fréquence fondamentale F est égal à 4,410 exposant 2 Hz. Question 2.3a. Quel caractère physiologique du son est modifié par rapport à celui émis par le diapason de la question 1.1? Justifié. Et enfin, question 2.3b. Quel caractère physiologique n'a pas été modifié? Justifié également. Et on terminera avec le 2.4. Dans ces conditions, la mesure de la célérité, vaut V, est égale à 3,410 exposant 2 mètres par seconde. Que peut-on en conclure? Ah, ben voilà une question qui semble énorme. Bon, elle est longue à la lecture, mais je crois qu'elle est plus courte à la résolution. Voilà. C'est pour vous donner courage. Allez, bonne chance pour la suite. Arrêtez la vidéo, prenez papier crayon et c'est parti. Et on se voit dans quelques minutes, 5-10 minutes pour la solution. À bientôt. Alors, allons-y pour la question 1.1. Donc la période T du signal. Eh bien, nous voyons ici par exemple que le signal démarre de 0, fait une période, deux périodes, trois périodes, 3 périodes et demie, et il tombe sur 8 là, 8 millisecondes. Donc 3 périodes et demie pour 8 millisecondes, ça veut dire que la période, ce sera 8 divisé par 3,5, ce qui nous fera, en regardant, en calculant, en faisant un petit calcul avec la machine, ça nous fait 2,29 secondes. On nous demandait alors quelle était la fréquence. Eh bien, pour trouver la fréquence, il faut inverser la période.
Donc 1 sur 2, 29, attention, ce n'est pas des secondes, c'est des millisecondes. Si je fais 1 divisé par 2,29, 10 moins 3 donc. Ah, décidément, là je vous fais des erreurs. Attention, c'est pas des mètres par seconde, c'est des millisecondes. Voilà. Donc là on va diviser 1 par 2,29, 10 moins 3, puisqu'il faut une réponse en Hertz. Donc il nous faut ici des secondes. Voilà. Et donc si je fais ça, vous faites de nouveau à la machine à calculer et vous trouvez 437 Hertz. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question 1.1. Continuons. En 1.2, on demande de définir la longueur d'onde lambda de 1,2a. Alors qu'est-ce que la longueur d'onde lambda? Je ne vous l'écris pas, je vous le dis. C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période où la plus courte longueur séparant deux points dans le même état vibratoire. Voilà ce que c'est une longueur d'onde. Alors 1,2b, déduire sa valeur numérique de l'expérience précédente. Alors comment vais-je faire ça, de l'expérience qui a été faite? Eh bien de l'expérience qui a été faite, on se dit voilà, on s'est écarté jusqu'à 5 positions, on est revenu sur le même état vibratoire, et ça nous a permis de mesurer 3,86 mètres. Cela veut donc dire que la longueur d'onde lambda, c'est égal à 3,86 mètres divisé par 5, ce qui nous fait une distance pour la longueur d'onde qui est de 0,772 mètres. Voilà pour ce 1,2b. Alors, continuons avec le 1,3. Pourquoi est-il préférable de compter plusieurs positions pour lesquelles les courbes sont à nouveau en phase plutôt qu'une seule? Eh bien ça, on l'avait déjà rencontré précédemment, c'est pour avoir une meilleure précision. D'accord? Puisqu'à la mesure qu'on va faire, il y a toujours une précision de mesure. Lorsqu'on va compter plusieurs fois, eh bien on va pouvoir diviser la précision par le nombre de fois. D'accord? 1,4. Calculer alors la célérité de l'onde. Eh bien, la célérité de l'onde, c'est très facile. La célérité de l'onde, 1,4, V, c'est par définition la longueur d'onde divisée par la période, c'est une distance sur un temps, la distance c'est la longueur d'onde, le temps c'est la période. Comme on a mesuré les deux, tout va bien. Donc ça fait 0,772 divisé par 2,29 millisecondes, donc 10 moins 3, n'oubliez pas de remettre en secondes. Ça nous fait donc une vitesse de 337 mètres par seconde. Voilà, qui est très typique d'une onde sonore, qui est toujours autour de 340. Donc on est plutôt confiant que c'est une bonne réponse. Alors, après, 1,5. La fréquence du son émis par le diapason est doublée. La nouvelle valeur de la célérité mesurée vaut V égale à 3,4 10 exposant 2 mètres par seconde, donc 340 mètres par seconde, que déduire de cette mesure? Eh bien, on voit bien que si la fréquence est doublée et que la vitesse ne change pas, c'est que la vitesse du son ne dépend pas de la fréquence. D'accord? Donc voilà ce que j'en déduis. Alors, on continue avec le 2,1. 2,1. Le son émis par un diapason est-il pur ou complexe? Justifié. Bien, c'est très clair. Le son émis par un diapason, comme on le voit ici, c'est un son pur. Vous voyez, c'est une seule sinusoïde. D'accord? Donc il n'y a qu'une seule fréquence qui est impliquée ici. D'accord? Donc c'est un son pur. Voilà, question de 2. Représenter l'allure du spectre en fréquence correspondant au son émis par le diapason de la question 1,1. Bon, donc là il faut faire le spectre. Donc dans la question 2,2, ce qu'on va avoir, c'est faire un spectre, ça veut dire qu'il faut donner ici une mesure d'amplitude pour les différentes harmoniques, pour les différentes fréquences fondamentales et harmoniques, mais on a vu que c'est un son pur, donc il n'y a pas d'harmonique. Donc on a une fréquence en Hertz qui sera de 437 comme mesurée la plus haut. D'accord? Et donc pour 437 Hertz, voilà, j'ai une certaine amplitude de signal. Et je n'ai rien d'autre. C'est un son pur. Ok? Une seule fréquence, la fondamentale pour un son pur, qui est ici à 437 Hz. Ok, je continue. 2, 3a. Quel caractère physiologique du son est modifié par rapport à celui émis par le diapason de la question 1,1? Eh bien, ce qui est modifié ici, c'est le timbre.
D'accord? Le timbre, car le son de la guitare est un son complexe. D'accord? Donc on a changé le timbre. Et après, quel caractère physiologique n'a pas été modifié? Alors, ce qui n'a pas été modifié, c'est la hauteur. La fréquence du son n'a pas changé. D'accord? La fréquence du son, elle est toujours ici, vous voyez, 437, 440 Hz, la hauteur du son n'a pas changé. Voilà. Alors, dernière question qu'on nous posait. Dans ces conditions, la mesure de la vitesse vaut toujours 340 mètres par seconde. Que peut-on en conclure? Eh bien, on peut en conclure de nouveau, puisque la vitesse n'a pas changé, que la célérité du son ne dépend pas de la nature pure ou complexe du signal, et donc de sa fréquence de nouveau. D'accord? Donc ça fait 2 fois là qu'on répète que finalement la vitesse du son ne dépend pas de la fréquence de l'onde. Voilà. Et bien ceci termine tout cet exercice. Je vous avais dit qu'il serait plus rapide de le résoudre que de le lire. Je pense que j'avais pas tout à fait faux. Allez, à tout de suite pour le prochain. Au revoir. Alors, nous voici avec un exercice de bac 2014 qui a été donné en Nouvelle-Calédonie. C'est la communication chez les baleines. D'accord? Donc, jeu, rude, combat ou fuite, les baleines communiquent par leur chant. Sans corde vocale, elles émettent des sons par leur larynx et leur évent. Ces messages peuvent pour les grandes espèces, être perçus à plusieurs centaines de kilomètres. Pas mal. Pour communiquer entre elles, 2 baleines doivent non seulement se trouver à une certaine profondeur, dans un couloir d'une hauteur de quelques centaines de mètres, mais aussi à une certaine distance l'une de l'autre. Les questions sont les suivantes. À partir des documents et de vos connaissances, évaluez 1. La profondeur du couloir de communication, dont on vient de parler, et la distance maximale entre 2 baleines pour qu'elles puissent communiquer. Voilà. Eh bien écoutez, là je ne vais pas lire avec vous tout ça, je vous laisse le faire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous lisez les documents là. Voilà, prenez un certain temps pour faire ça. Quand vous êtes prêt, eh bien vous passez au suivant parce qu'il y a encore des documents derrière que je vais vous montrer. Et après avoir vu ces 2 documents, je reviendrai sur la page principale pour que vous puissiez répondre. Donc voici les documents 3 et 4. Tchoc, la voix et l'oreille des mammifères marins. L'absorption acoustique de l'eau de mer. Ok. Vous pouvez de nouveau mettre en pause pour bien prendre connaissance de ces documents. Donc l'idée ici, comme vous aurez au bac, c'est de lire. C'est de lire, mais relativement vite les documents pour savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, lorsque vous voyez les questions, pouvoir vous y référer. Alors dans cet exercice-ci, comme les questions sont données dès le départ, vous pouvez aller directement voir dans les documents ce qui est important. Mais donc il est important de parcourir ces documents, d'accord? Il y en a qui disent non, non, c'est trop de lecture, on perd du temps. Non, non, il faut parcourir, mais aller relativement vite à la pêche des informations, d'accord? Et en tout cas, ce qu'il faut savoir faire, c'est parcourir ces documents relativement vite, d'accord? Mais tout en sachant ce qu'on peut y trouver. Pour ça, les titres vous donnent une indication, puis quand vous avez des tableaux, des données, etc., il faut un petit peu se focaliser dessus. Voilà. Donc, je reviens sur les 2 premiers documents. Bon, vous pourrez passer de l'un à l'autre par vous-même, après, si vous voulez. Ploc, voilà. Et donc, on revient aux questions. À partir de ces 4 documents, répondre à ça. Voilà, je vous laisse faire. À tout de suite pour une solution. Alors, allons-y pour la question 1. Donc, la profondeur du couloir de communication. Eh bien, si on regarde bien ce document, qui est très intéressant, parce qu'il parle du SOFAR, Sound Fixing and Ranging, qui est un guide d'onde sonore, un peu l'équivalent de ce qu'on a déjà vu pour un guide d'onde lumineux, d'accord? Eh bien, ce document nous dit en fait qu'il faut que la baleine soit dans une couche, telle que la couche supérieure assure une plus grande célérité au son, et que la couche inférieure conduise également plus rapidement le son, d'accord? Donc on est dans une couche qui va être bordée finalement par 2 zones de grande vitesse sonore. Ok? Alors, si je regarde maintenant le document 2, puisque là on nous donne cette vitesse du son en fonction de la profondeur, eh bien nous voyons que la longueur que nous cherchons est ici. D'accord? C'est un point quelque part minimum. Si je renversais, si je tournais ceci de 90 degrés, je vois que j'aurai un minimum, donc c'est bordé de part et d'autre de vitesses qui sont supérieures. D'accord? Ce point-là,
Si je vais un petit peu en dessous, j'ai une vitesse qui lui est supérieure. Si je vais un petit peu au-dessus, j'ai une vitesse qui lui est supérieure. D'accord? On est bien dans les conditions qui est OK pour avoir ce couloir. Mais donc ça veut dire qu'on est à 1,2 km ici. D'accord? Donc c'est le cas pour une profondeur de 1,2 km. Voilà la profondeur du couloir de communication. Alors pour la question 2, qu'en est-il? Quelle est la distance maximale entre deux baleines pour qu'elles puissent communiquer? Bon, ben là nous avons deux autres documents qui vont être intéressants. Dans le premier document ici, on nous dit que la baleine émet un son de fréquence moyenne égale à 4000 Hz. Là, hop, voilà. Avec un niveau d'intensité sonore de 170 décibels. Et que une autre baleine pourra entendre ce son, pour autant qu'on ait un seuil de 50 décibels d'audibilité. Donc il ne faudra pas descendre en dessous de 50 décibels. Ok? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc chercher maintenant quelle est la distance D pour lequel le niveau sonore aura diminué donc de 170 décibels à 50 décibels, sachant que la fréquence d'émission c'est 4000 Hz. Et sur le graphique juste en dessous, on nous donne justement quel est le niveau d'absorption en décibels par kilomètre en fonction de la fréquence. Alors vous voyez que pour 4000 Hz, ici, pour 4000 Hz, eh bien, le niveau d'absorption, il est égal à 0,2 décibels par kilomètre. Là, ici, 0,2 décibels par kilomètre. Ça veut donc dire que pour passer de 170 décibels à 50 décibels, donc faire une diminution de 120 décibels au maximum avec cette absorption-là, ce qu'on va avoir, d'accord, comme résultat, ce sera le suivant. Eh bien, on va avoir donc que la distance, c'est passer d'un niveau sonore de 170 à 150, c'est-à-dire de faire une différence de 120 décibels, sachant qu'on a un niveau d'absorption, d'accord, qui est de 0,2 décibels par kilomètre. Et donc, si je divise des décibels par kilomètre, j'obtiens bien des kilomètres. Donc, j'obtiens bien la distance que l'onde pourra parcourir avant d'être atténuée suffisamment pour ne plus être audible par l'autre baleine. Donc, 120 divisé par 0,2, c'est 120 divisé par 1/5, ça veut dire que c'est 120 fois 5. 120 fois 5, c'est 600. 600 km que je peux encore écrire, si je veux tout mettre en mètres, comme 6 fois 10 exposant 5 mètres. Mais bon, 600 km, c'est très bien. Et ce résultat est bien conforme avec l'introduction qui annonce que les messages entre baleines peuvent être perçus à plusieurs centaines de kilomètres. Voilà, voilà. Donc là, on a bien utilisé les 4 documents. D'accord, on a vu ce qu'il y avait dans chacun des documents pour pouvoir les utiliser et mener à cette réponse. Voilà, voilà. Donc un exercice de type bac typique. Allez, on continue. Et nous voici avec un autre exercice de type bac qui a eu lieu cette fois-ci en 2015 à Pondichéry. C'est les ondes au service de la voiture du futur. Ok? Donc voici de nouveau un ensemble de documents. Donc vous voyez ici une série. Hop. De nouveau, prenez rapidement connaissance des documents pour savoir ce qui y est, de quoi on parle. Il ne faut pas y passer 3 heures, mais il faut lire suffisamment attentivement pour savoir de quoi on parle dans chaque document. Ok. Premier document. Deuxième document, extrait d'un document d'un constructeur automobile. On vous donne d'autres données ici. Repérez bien tout ce qu'on vous donne, sinon vous ne saurez pas par quel bout prendre. Voilà. Une série de questions. Donc on demande les propriétés de quelques capteurs présents dans la voiture autonome. 1.1. Complétez le tableau de l'annexe à rendre avec la copie en précisant pour chaque capteur le type d'onde utilisé. Donc l'annexe, elle est ici. D'accord? Donc vous ne l'aurez pas pour rendre avec la copie, vous allez juste indiquer ici le type d'onde qui est utilisé. D'accord? Donc on va répondre à ça. Alors, 1.2. À l'aide du tableau ci-dessous, le nom de la bande d'onde radio utilisée par le capteur radar de l'ACC, justifiez votre réponse à l'aide d'un calcul. 1.3. La vitesse relative, différence de vitesse, entre la voiture équipée du système ACC et un objet peut être calculé par le biais de l'effet Doppler. Recopiez en les complétant les deux phrases suivantes.
recopier en les complétant. D'accord ? Si l'objet se rapproche de l'émetteur, la fréquence de l'onde réfléchie, blablabla. Si l'objet s'éloigne de l'émetteur, la fréquence de l'onde réfléchie, autre chose. Ok ? Voilà, donc ça c'est les questions par rapport aux deux documents qui étaient avant. Donc de nouveau, hein, vous ferez un arrêt sur chaque feuille, sur chaque banc, tac tac tac, pour lire un petit peu ce qu'il y avait dans ces documents, et puis vous répondez aux questions. Puis c'est pas fini, attention, il y a un deuxième. On a la plage de détection d'un obstacle pour le radar de recul. Donc ici, on vous parle encore de différentes choses, blablabla. Question. Légendez la figure de l'annexe à rendre avec la copie en indiquant les durées delta T1 et delta T2. Donc c'est celui-là. Il faut légender ce graphe. Ok ? Bon. Faire un schéma représentant un capteur détectant un obstacle et y faire apparaître sa portée minimale et sa portée maximale en précisant leur valeur. 2.3. Il faudra vérifier que pour la distance d'émine entre le capteur et l'obstacle, la durée entre l'émission et la réception est égale à delta T1. 2.4. Si la durée que met l'onde émise pour revenir au capteur, je vais y arriver, est inférieure à delta T1, pourquoi le capteur ne peut-il pas détecter l'obstacle de manière satisfaisante? Justifiez la réponse. 2.5. Quelles caractéristiques du signal de l'émission doit-on alors modifier pour que le capteur puisse détecter un obstacle situé à une distance inférieure à d min? Justifiez de nouveau. 2.6. Montrer que la valeur de la portée maximale de ce capteur est liée essentiellement à une des caractéristiques du signal émis. Enfin 3. Les radars, les capteurs ultrasonores et les capteurs laser permettent, avec des similitudes dans leur principe de fonctionnement, de détecter un obstacle. Pourquoi ne pas utiliser alors un seul de ces trois types de capteurs dans un projet de voiture autonome? On redirigera une réponse argumentée en s'appuyant sur des informations tirées des différents documents utilisés, y compris le document de l'annexe. Et donc je reviens sur cette annexe, d'accord, pour que vous l'ayez en face de vous, avant d'aller retourner répondre aux questions. Voilà. Bon, écoutez, voyagez entre les différentes pages du document et répondez aux questions. À bientôt. Pour la question A1, compléter le tableau de l'annexe, rendre avec la copie, blablabla. Voilà, donc il faut dire essentiellement ici de quel type d'onde on parle pour le radar, les capteurs ultrasons et le capteur LIDAR. Eh bien, les réponses sont données dans le sujet. D'accord ? On vous le dit ici. Le radar utilise des ondes radio. Le sonar utilise des ultrasons, tandis que le laser d'un LIDAR émet des impulsions allant de l'ultraviolet à l'infrarouge. Donc, si je réponds à ces questions, c'est simple. Le radar, c'est donc électromagnétique. D'accord ? Les capteurs à ultrasons, le type d'onde utilisé pour le capteur mécanique électromagnétique, eh bien ici, c'est une onde mécanique. Et enfin, le capteur laser, c'est un LIDAR de nouveau, donc c'est électromagnétique. Donc électromagnétique, mécanique, électromagnétique. Et voilà pour cette première réponse. On continue alors. 1, 2. À l'aide du tableau là, déterminez le nom de la bande sonore radio, de la bande d'onde radio, utilisée par le capteur radar. Justifiez votre réponse à l'aide d'un calcul. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Je vous réponds ici. Clac. Donc ce qu'on sait, c'est que le capteur radar de l'ACC émet des ondes électromagnétiques de fréquence F comprises entre 76 GHz et 77 GHz. D'accord? Giga, c'est 10 exposant 9, rappelez bien. Une longueur d'onde, d'accord, c'est la célérité de l'onde divisée par sa fréquence. Ce sera donc égal à, alors, la célérité, c'est 3 10 exposant 8, comme toute onde électromagnétique, divisé par F, qui est de 76 10 exposant 9. Ok? Alors, remarquez ici, si je joue un petit peu avec mes unités, ça, c'est 3 10 exposant 8
divisé par 7,6 10 exposant 10, d'accord? Donc 10 exposant 8 sur 10 exposant 10, déjà ça va me faire du 10 moins 2. Et donc je vais avoir 3 divisé par 7,6, 10 moins 2. Alors 3 divisé par 7,5, d'accord? Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous voyez que 7,5 divisé par 3, c'est 2,5. Donc ici, ça va faire 1 sur 2,5. Donc la réponse, c'est 1 sur 2,5, c'est à peu près 4, 10 moins 2. D'accord? Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de machine là pour faire ce calcul. Néanmoins, si vous voulez être plus précis, eh bien vous pouvez le faire. Alors pardon, 1 divisé par 2,5, ça fait 0,4, donc ça fait 4, 10 moins 3. Et donc si vous voulez faire à la machine, ben, vous le faites plus précisément. Et vous allez trouver 3,9 10 moins 3 mètres. Ce qui fait encore 3,9 mm. Ok? Voilà. Donc, dans tous les cas, quand vous faites un calcul ainsi à la machine, ce que je voulais faire ici, c'est vous montrer que vous pouvez toujours travailler un peu par vous-même pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé avec la machine. D'accord? Au moins sur l'ordre de grandeur. Voilà. Donc, la longueur d'onde, ici, qu'on a trouvée, qui est de 3,9 mm, est bien comprise entre 2,7 et 4 mm. Cette information se trouvait bien ici dans le tableau. Hein. W, c'est entre 2,7 et 4 mm. Enfin donc, la question 1.3, la vitesse, blablabla, effet Doppler. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'effectivement la vitesse relative, différence de vitesse entre une voiture équipée du système ACC et un objet, peut être calculée par le biais de l'effet Doppler. Ça, c'est toujours le cas. Donc si l'objet se rapproche de l'émetteur, d'accord, c'est comme une ambulance qui se rapproche de vous. Hein, quand vous entendez le son, hein, vous entendez les pimpons de l'ambulance qui sont de plus en plus aigus quand l'ambulance se rapproche. Donc la fréquence de l'onde réfléchie est plus élevée. D'accord? C'est pareil pour une onde réfléchie que quand on se rapproche de vous. Si l'objet maintenant s'éloigne de l'émetteur, eh bien la fréquence réfléchie est plus faible. D'accord? Donc quand un objet s'éloigne, la fréquence est plus faible. Quand un objet se rapproche, d'accord, la fréquence est plus élevée. Voilà, ça c'est une règle générale pour l'effet Doppler. Que l'onde soit réfléchie ou pas. La seule chose qui change entre une onde réfléchie ou pas, c'est un facteur 2 dans l'équation. Hein, retournez voir les rappels si ce n'est pas clair. Et puis on y reviendra, mais plus tard, sur l'effet Doppler. Voilà, voilà. Alors, ces 1, 2, 3 sont faits. On continue donc avec la partie 2. Boum, boum, boum. Voilà. Donc on est ici. Et dans l'annexe, on veut légender la figure. Alors, allons-y. Donc, les salves ultrasonores de durée delta T1 est égal à 1,7 millisecondes, d'accord? Donc delta T1, ça va être ça, c'est la salve. Ok, avec une périodicité delta T2 de 12 millisecondes, donc la périodicité c'est ce qui va séparer le motif qui se répète au fur et à mesure du temps, d'accord? Donc voilà le motif qui se répète ici et là, et donc l'intervalle de temps pour que le motif se répète, c'est tout ça. D'accord? Donc si je mets ça sur le graphique, effectivement, je vais avoir que ça ici, c'est delta T1. Et delta T2, ce sera en fait tout ça. Jusque là. Voilà. C'est bien la distance qui va séparer deux salves successives dans le temps, donc la périodicité de deux salves. Delta T2. Donc voilà la réponse à la question 1.1. Delta T1, c'est la durée de la salve. Delta T2, c'est la périodicité, donc c'est la durée qui s'écoule entre deux salves successives. Voilà. Alors, 2.2. Faites un schéma représentant un capteur détectant un obstacle et y faire apparaître sa portée minimale, Dmin, et sa portée maximale, Dmax, en précisant leur valeur. Et bien voilà, si je fais ça, donc je continue sur mon schéma là, je vais avoir je vais avoir un capteur, le voilà. La distance Dmin, ce sera 0,30 mètres. C'est ce qu'on nous a dit, on ne peut pas capter en dessous de 30 cm. Donc Dmin, ce sera 0,30. Voilà, donc un obstacle sera forcément situé après. Voilà, donc l'obstacle devrait être après cela. Donc, voici l'obstacle. Et cet obstacle devrait être calé avant une distance maximale.
ok, qui va être de 2 mètres. Voilà, voilà. Donc on aura ici une distance minimale et une distance maximale. Donc la distance minimale, c'est 0,30 mètres. La distance maximale, ce sera ici 2 mètres. Voilà. Alors vous allez me dire, mais d'où je sors ces valeurs? La distance minimale, je vois bien là qu'il faut 30 cm, mais d'où vient le 2 mètres dont je parle? Eh bien là, c'est là qu'il faut se dire qu'il faut bien tout regarder. Regardez dans la notice ici, on vous dit bien, l'afficheur indique la distance de l'obstacle détecté pour des valeurs comprises entre 0,3 et 2 mètres. D'accord? Alors 0,3 on l'a reconnu avec la distance minimale, et 2 mètres c'est donc la distance maximale. Voilà. Comme quoi il faut lire rapidement, mais quand même bien savoir ce qu'il y a dans ces documents, hein, vous voyez? 2.3. Vérifier que pour la distance des mines entre le capteur et l'obstacle, la durée entre l'émission et la réception est égale à delta T1. Alors, ce 2.3, voilà. Entre son émission et sa réception, l'onde ultrasonore a fait un aller-retour. D'accord? Donc il y a au moins D est égal à 2 D min. Donc D est égal à 2 D min. Voilà, sur une durée delta t. Ce qui veut dire que la vitesse qui est égale à une distance sur un temps sera égale à D sur delta t, ce qui fera encore 2 D min sur delta t. Et si donc je cherche delta t, je vais inverser cette relation et obtenir que delta t sera donc égal à 2 D min sur la vitesse. Et donc delta t sera égal à, alors 2 fois d min, ça va être 2 fois 30 cm, donc 2 fois 0,30 m, divisé par la vitesse qu'on a vue qui est de 343. Si je divise l'un par l'autre et que je prends ma machine, je trouve en effet que ça fait 1,710-3 secondes, ce qui est bien 1,7 millisecondes. Donc c'est bien delta T1. Ok, ça fonctionne bien. Si la durée que met l'onde émise pour revenir au capteur est inférieure à delta T1, pourquoi le capteur ne peut-il pas détecter l'obstacle de manière satisfaisante, justifiée? Eh bien, si la durée que met l'onde émise pour revenir au capteur est inférieure à delta T1, alors le capteur ne peut pas fonctionner correctement en récepteur car il n'a pas fini de fonctionner en émetteur. D'accord? Voilà, c'est ça delta T1, c'est ce qui est indiqué. Voilà. Donc 2,5. Quelles caractéristiques du signal de l'émission doit-on alors modifier pour que le capteur puisse détecter un obstacle situé à une distance inférieure à d min? Justifiez de nouveau. Eh bien, pour que le capteur puisse détecter un obstacle situé à une distance inférieure à d min, il faut réduire la durée d'émission delta T1. D'accord? Ainsi, lorsque l'onde réfléchie revient vers le capteur, celui-ci aura fini d'émettre et pourra donc fonctionner en récepteur. Voilà, voilà. 2,6. Montrer que la valeur de la portée maximale de ce capteur est liée essentiellement à une des caractéristiques du signal émis. Alors pour le signal émis, on ne nous a pas donné grand-chose, hein. En fait, si on se rappelle bien ce qu'on a représenté là et les données, on avait delta T1 et delta T2. Donc quelque part, on se dit qu'il faut revenir à delta T2. Et delta T2, ici, c'est la période là. Donc c'est plutôt lié à la distance max qu'on va pouvoir parcourir. D'accord? Donc on va regarder, effectivement, si je prends ma vitesse V pour une distance maximale, je vais avoir que V est égal à 2D max sur delta T. De nouveau, je vais considérer la distance maximale à l'obstacle, mais je vais jusqu'à l'obstacle et j'en reviens, donc c'est 2D max sur delta T. Et donc, à partir de là, on va déduire un delta T qui sera de 2D max sur V. Ce sera donc égal à, alors, 2D max c'était 2 mètres, donc 2 fois 2,0, divisé par la vitesse qui est toujours de 343. Je fais le calcul à la machine à calculer, et ce que je trouve, c'est 1,2 fois 10 moins 2 secondes. Si je calcule et que je mets ça de nouveau en millisecondes, d'accord, ça fait 12 10 moins 3 secondes, donc 12 millisecondes. Et on voit que ce 12 millisecondes, c'est delta T2.
Donc c'est bien la périodicité, c'est la durée entre deux salves successives. Voilà ce qui définit finalement la distance maximale de l'obstacle à laquelle que je peux mesurer. C'est la distance entre deux salves, hein, puisque j'arrive déjà dans la deuxième salve, la première étant finie, donc je ne peux pas aller plus loin en fait. Alors, les radars, les capteurs ultrasonores et les capteurs laser permettent, avec des similitudes dans le principe de fonctionnement, de détecter un obstacle. Pourquoi ne pas utiliser alors un seul de ces trois types de capteurs dans un projet de voiture autonome? Donc il faudra une réponse argumentée, s'appuyant sur des informations tirées des différents documents, y compris le tableau de l'annexe. Alors, la réponse, elle est facile. Les obstacles que doit détecter la voiture autonome sont situés à des distances différentes. Chaque dispositif est adapté à un intervalle de distance. Ainsi, le radar et le lidar sont adaptés à des longues portées, tandis que le capteur à ultrasons convient pour de plus faibles distances. De plus, les obstacles peuvent avoir des vitesses par rapport aux véhicules très différentes. Le radar fonctionnant sur le principe de l'effet Doppler, il est adapté pour des différences de vitesse assez grandes entre le véhicule et l'obstacle. Alors que pour le capteur à ultrasons, les différences de vitesse doivent être faibles. D'accord? Donc voilà. Donc il faut les différents obstacles pour pouvoir mesurer les différentes distances. Et en plus, il faut différents capteurs pour pouvoir mesurer différentes distances. Et qui plus est, les capteurs fonctionnent mieux pour des vitesses bien déterminées. Voilà, voilà. Bon, cela termine cet exercice qui était pas mal, hein, qui était pas mal, un bel exercice de niveau bac. Et puis on continue maintenant avec un suivant. Alors, va-t-il être encore bac? Non. Ah. Alors ici, on change un peu de domaine et on revient dans la diffraction. Voilà. Donc ici, vous avez une fente à travers un écran et vous voyez de la lumière qui va donc être diffractée ici sur un écran situé à une grande distance d de la fente. Et on voit déjà ici une tache centrale avec sa longueur L et ici une ouverture θ. Les questions, dont 1. Trouver l'expression de L en fonction de θ et de d. 2. En vous servant du fait que θ est très petit et donc que tangente θ est égale à θ, donnez l'expression de L en fonction de lambda d1. Bon, ça c'est du gâteau. On l'a déjà fait 2 fois. Je pense qu'on l'a déjà fait 2 fois. Donc 1, ici, on voit bien qu'on a un triangle rectangle, d'accord, dont l'angle ici est θ. On connaît quoi? On connaît le côté opposé, la mesure du côté opposé, et la mesure du côté adjacent à cet angle. Ça, c'est une tangente. Donc je vais avoir que tangente θ, c'est la mesure du côté opposé L demi, divisé par la mesure du côté adjacent D. Autrement dit, tangente θ, c'est L demi sur D, ce qu'on réécrit très souvent comme L sur 2D. Voilà. Alors après, deuxième question. En vous servant du fait que θ est très petit et donc que tangente θ est à peu près égal à θ, donnez l'expression de L en fonction de lambda D et A. Bon. Alors, ça aussi on l'a fait. Et c'est donc ceci. L, comme on le voit de la première question en renversant l'équation, c'est 2D. C'est 2D fois tangente θ. D'accord? Et on nous a dit, on va assimiler, quand les angles sont petits, tangente θ à θ, donc ça va être à peu près égal à 2D fois θ. Oui, toujours d'accord? Et θ, on sait d'après le cours que c'est lié à la longueur d'onde et à l'ouverture de la fente par θ égale lambda sur A. Et donc je vais avoir que L sera égal à 2D fois lambda sur A. Et j'ai donc exprimé la longueur de la tâche centrale en fonction de la distance qui sépare l'écran des fentes, d'accord, de la taille de la fente et de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Voilà, voilà. Alors on est sur des faciles, là, c'est bien, on continue un petit peu. Donc diffraction et longueur d'onde. Les ondes radio sont divisées en différentes bandes qui dépendent de leur longueur d'onde ou de leur fréquence. Les grandes ondes, LW, de radiodiffusion, LW c'est long wave, les grandes ondes, ont une fréquence comprise entre 150 et 300 kHz, alors que la bande FM s'échelonne entre 88 et 108 MHz. Quelle bande capte-t-on? Quelle bande d'onde capte-t-on le mieux au milieu d'un tunnel? Justifié.
Ah ah. Oh, ça a l'air bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, écoutez, pour répondre à cette question, il faut juste vous imaginer c'est quoi la taille d'un tunnel et qu'est-ce qui va mieux passer donc dans un tunnel, hein, en tenant compte des effets de diffraction. Alors, voici la solution. Donc, les grandes ondes, les long waves, comme on les avait appelées, ont une fréquence plus petite que celle de la bande FM. Ça veut dire qu'elles ont une longueur d'onde telle que elles sont beaucoup plus grandes, la longueur d'onde, que la longueur d'onde des bandes FM. D'accord? Donc, d'après la relation précédente, si j'ai un tunnel c'est comme une fente, d'accord? De taille typique A, ici. Donc si je fais passer dans ce tunnel des ondes de plus ou moins grande longueur d'onde, je vais avoir une diffraction plus ou moins importante, comme signalé ici par l'angle de demi-ouverture, θ. D'accord? Donc plus lambda est grand par rapport à A, plus l'angle θ est grand, donc plus les ondes seront diffractées par l'ouverture du tunnel, et de ce fait, elles y pénétreront mieux. Donc elles seront donc mieux adaptées, hein, à une détection à l'intérieur du tunnel. Donc ce sera, la réponse, c'est les long waves, les grandes ondes, qui pénétreront mieux dans un tunnel. Voilà, voilà. Donc si vous devez régler votre radio dans un tunnel pour bien entendre quelque chose, il vaut mieux avoir des longues ondes que de la fréquence modulée. Allez, à bientôt pour le suivant. Bonjour à tous et nous voici donc dans un autre exercice de bac. Cette fois-ci, il a eu lieu en Amérique du Nord en 2013 et c'est un exercice qui consiste à surfer sur la vague. Voilà, voilà. Donc, ici, ce que vous avez, donc, c'est certaines données que je vais lire avec vous, puis il y aura des questions que je vais lire aussi, puis les documents que je vous laisserai découvrir. Donc la houle est un train de vagues régulier, généré par un vent soufflant sur une grande étendue de mer sans obstacle, le fetch. En arrivant près du rivage, sous certaines conditions, la houle déferle au grand bonheur des surfeurs. Ah, ben oui, sur les côtes de l'Aquitaine, on le voit bien. Les documents utiles à la résolution sont rassemblés à la fin de l'exercice. Donc ils sont en fait ici, voilà, vous avez des documents pour cet exercice, un document 1, un document 2, un document 3, d'accord? Que je vous montre jusqu'en bas, le voici, tac. Et puis enfin, nous pouvons passer à la suite avec le document 4 et 5. Voici le document 4, le document 5. Donc, je ne vous les lis pas. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est mettre en pause, bien sûr, hein, pour pouvoir lire au fur et à mesure ces documents. Et puis, on va y revenir maintenant, c'est aux questions proprement dites. Alors, les questions, quelles sont-elles? Voilà. Les données qu'on donne en plus de ces documents, c'est l'intensité de la pesanteur. G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Les questions sont les suivantes. La houle, onde mécanique progressive. Premièrement, pourquoi peut-on dire que la houle est une onde mécanique progressive? 2. Il est possible de simuler la houle au laboratoire de physique avec une cuve à ondes en utilisant une lame vibrante qui crée à la surface de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence f égale à 23 Hz. On réalise une photographie du phénomène observé et c'est votre document 1 ci-après. Déterminez en expliquant la méthode utilisée la vitesse de propagation v de l'onde sinusoïdale générée par le vibreur. Troisièmement, au large de la pointe bretonne, à une profondeur de 3000 mètres, la houle s'est formée avec une longueur d'onde de 60 mètres. En utilisant le document 2, qui est toujours ci-après, calculez la vitesse de propagation V1 de cette houle, en déduire sa période t. 1,4. Arrivée de la houle dans une baie. Donc sur la photographie aérienne du document 3, quel phénomène peut-on observer? Quelle est la condition nécessaire à son apparition? Sous question 2 du 4, citez un autre type d'onde pour laquelle on peut observer le même phénomène. Voilà, donc là c'est toute une série de questions sur la houle. Et puis on passe maintenant à surfer sur la vague. Donc la houle atteint maintenant une côte sablonneuse et rentre dans la catégorie des ondes longues. Petit 1 de ce 2. Calculez la nouvelle vitesse de propagation, V2, de la houle, lorsque la profondeur est égale à 4 mètres, ainsi que sa nouvelle longueur d'onde, lambda 2. Les résultats obtenus sont-ils conformes
aux informations données dans le document 4. Deuxième sous-question. Pour la pratique du surf, la configuration optimale est marée montante, c'est-à-dire entre le moment de basse mer et celui de pleine mer, et avec une direction du vent venant du sud-ouest. Donc, afin de déterminer ces meilleures conditions, un surfeur consulte au préalable un site internet qui lui donne toutes les prévisions concernant le vent, la houle et les horaires des marées. C'est dans le document 5, qui est de nouveau après, proposé en justifiant un créneau favorable à la pratique du sport entre le jeudi 21 et le samedi 23 juin 2012. Voilà, donc je vous rappelle, les documents, ils sont ici, donc vous faites pause pour bien les voir. Alors, il y a avant ces documents une question de 3, la dernière question de la partie 2, c'est un autre phénomène très attendu par les surfeurs lors des marées importantes est le mascaré. Le mascaré, c'est une onde de marée qui remonte un fleuve. Cette onde se propage à une vitesse v de l'ordre de 5,1 mètres par seconde. Le passage de ce mascaré est observé sur la commune d'Arcin à 17h58. La question est, à quelle heure arrivera-t-il ce mascaré à un endroit situé à une distance d égale 13 km en amont du fleuve, donc en remontant ce fleuve. Voilà, donc les documents, de nouveau, les voici. Posez, lisez bien pour pouvoir répondre aux questions. Et pareil, pour les deux derniers documents, les voici, le document 4 et le document 5. Voilà, donc en voyageant à travers ces pages, eh bien, donc en vous baladant dans la vidéo, vous pouvez maintenant résoudre les exercices. C'est à vous. Allez, bon amusement et à bientôt pour la solution. Alors, commençons les corrections. Donc, question 1.1, d'accord? Pourquoi peut-on dire que c'est une onde mécanique progressive? Eh bien, il s'agit d'une perturbation mécanique, puisque c'est une déformation de la matière, donc une déformation d'un milieu matériel, qui se propage, c'est la définition d'une onde. De plus, les maxima et les minima se déplacent eux aussi. Il ne s'agit pas donc d'une onde stationnaire. Voilà pour la réponse à la question 1. Pour la question 2, pour mesurer la longueur d'onde, eh bien on va mesurer la longueur de plusieurs longueurs d'onde, comme on a déjà vu précédemment. Le plus possible en fait, pour être précis. Ici, le plus possible qu'on peut faire, c'est que vous pouvez prendre dans le document 9 longueurs d'onde sur la photo. D'accord? Et si vous prenez 9 longueurs d'onde, en regardant l'échelle qui est sur la photo, vous trouvez que ça correspond à 5 cm. Et donc, l'échelle étant donnée 14 cm, en réalité, c'est 5,5 cm sur la photo, d'accord? On en déduit la longueur de ces longueurs d'onde dans la réalité. Donc, dans la réalité, 9 longueurs d'onde, ça va être égal à 14 fois 5 divisé par 5,5, ce qui fait donc 12,7 cm. D'accord? Et donc, si je calcule lambda à partir de ça, eh bien lambda, ce sera 12,7 divisé par 9, ce qui fait à peu près 1,41 cm. Donc voilà pour cette réponse 1-2. Entendu, faites attention. Moi, quand je dis 14 cm correspond à 5 cm et demi, c'est ce que je mesure sur mon écran. D'accord? Pour cette longueur-ci. Vous, dépendant de comment vous avez zoomé sur la vidéo, vous pouvez avoir une longueur différente, bien sûr. Ok? Le tout est de savoir à combien correspond 14 cm pour vous. Et puis, quand vous mesurez les 9 longueurs d'onde ici, qui séparent pour avoir une plus grande précision sur la mesure, mais c'est à vous de nouveau de déterminer à combien ça correspond sur votre écran. Et puis, la règle de 3, elle va s'établir en fonction. Donc, pour moi, je mesure 5 cm et demi ici. Et entre les 9 longueurs d'onde, je mesure 5 cm. Vous, à vous de voir sur votre écran combien vous mesurez. D'accord? Voilà, ne vous trompez pas, hein, ne recopiez pas bêtement ce que je fais. Hein, la réponse, elle est dans ce que vous mesurez sur votre écran. Vous pouvez aussi, télécharger ce document sur le site du Labo Lycée, d'accord? L'imprimer et faire le travail sur papier, d'accord? Si vous préférez. Alors,
Question 3. En utilisant le document 2, on demande de calculer la vitesse de propagation V1 de cette houle et d'en déduire la période. Alors, en regardant donc ce document, on se rend compte qu'on est dans le cas des ondes dites courtes, c'est-à-dire que V1 sera égal à la racine carrée de G fois lambda sur 2pi, ce qui fait, eh bien, on vous a donné G dans les données, c'est 9,8. Lambda, eh bien, vous le savez, c'est donné, c'est 60. Et enfin, 2pi, ça reste 2pi, bien sûr. Et donc, la vitesse de cette onde, une fois que vous calculez, et que vous arrondissez ici à une décimale, ça fait à peu près 9,7 mètres par seconde. Voilà. Quelle est la période qui correspond? Eh bien, la période, on sait que c'est la longueur d'onde sur la vitesse. D'accord? Donc, c'est la longueur d'onde sur la vitesse 1 dans ce cas-ci. La longueur d'onde, c'est toujours 60. Et la vitesse, c'est 9,7 comme on vient de mesurer. Et donc l'un divisé par l'autre, de nouveau en arrondissant la première décimale, ça va être 6,2 secondes. Donc voici la période de cette onde. Alors pourquoi sommes-nous dans le régime des ondes courtes? Eh bien vous vérifiez ça dans le document et vous verrez que c'est effectivement le cas. Bon, vous avez vérifié pourquoi les ondes étaient bien courtes? Bon, mais rendez-vous compte, hein, donc c'est une comparaison entre la longueur d'onde et la profondeur de l'océan. Or, la longueur d'onde, on vous a dit que c'était 60 mètres, d'accord? Et la profondeur de l'océan, elle est de 3000 mètres, d'accord? On a bien une profondeur de 3000 mètres avec une houle ayant une longueur d'onde de 60 mètres. Donc 60 divisé par rapport à 3000, c'est très petit. Donc c'est ce qu'on appelle les longueurs courtes. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le 3. Pour le 4, bien, on arrive dans la baie et on demande, en regardant la photographie aérienne, de dire quel phénomène on peut observer et quelle est la condition nécessaire pour cela. Enfin, on demande aussi de citer un autre type d'onde pour lequel on peut observer le même phénomène. Voilà, donc il s'agit ici de répondre à la question en observant cette figure. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée de la houle ici dans la baie? Que peut-on observer? Alors, la correction à ça, c'est très simple de nouveau, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez comme chose qui arrive? Eh bien, vous voyez ici un phénomène de diffraction, d'accord? La houle rencontre un obstacle, ou si vous voulez ici une fente, d'accord? Dont la taille n'est pas très différente de la longueur d'onde de l'onde, et donc il y a diffraction. Il y a une ouverture ici, et vous voyez un profil typique de diffraction, hop, qui s'ouvre. D'accord? Alors, un autre type d'onde qui subit les diffractions, ben, on l'a bien vu aussi pour les ondes lumineuses par exemple. Sauf que ces dernières n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager. Voilà, voilà pour ce 1,4. Alors, pour le 2, donc on demande d'abord de calculer la nouvelle vitesse de propagation, V2, lorsque la profondeur est égale à 4 mètres, ainsi que sa nouvelle longueur d'onde, lambda 2. Les résultats obtenus sont-ils conformes aux informations données dans le document 4? Bon, de quoi s'agit-il ici? Dans le document, on nous dit bien qu'on atterrit dans la catégorie des ondes longues. Si on est dans la catégorie des ondes longues, il va falloir appliquer la formule des ondes longues, ici. Et donc cela va nous donner quoi? Eh bien cela va nous donner ceci, c'est-à-dire que V2, que l'on cherche, ce sera donc la racine carrée de G fois H, ce qui fait la racine carrée de 9,8 fois 4, ce qui nous donne donc, en prenant la racine carrée de ça, en prenant la machine, ça nous fait 6,3 mètres par seconde. D'accord? Donc la période des vagues, quant à elle, ne change pas. Hein. Période et fréquence sont des caractéristiques intrinsèques d'une onde, ne vous trompez pas. Donc, quand on cherche la longueur d'onde, ce sera la vitesse de l'onde fois sa période. La vitesse de l'onde, on vient de la déterminer, c'est 6,3. La période, eh bien la période, on l'avait déterminée ici, c'est 6,2 secondes. Donc j'ai 6,3 fois 6,2, ce qui fait 39 mètres. Et on voit bien effectivement qu'on est dans le cas des ondes longues, en calculant évidemment comme ça. Voilà, voilà. Ça, c'est le premier. Donc, la longueur d'onde et la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils diminuent lorsque l'eau est moins profonde, en accord avec le document 4. Et donc c'est bien indiqué ici dans le document 4. Hein. Je reviens à chaque fois pour bien vous indiquer que donc ces documents ils doivent être lus pour savoir ce qui s'y trouve. Hein. D'accord?
Donc on dit bien ici, la houle est alors ralentie et sa longueur d'onde diminue. Donc si la houle est ralentie, c'est que sa vitesse est plus faible et sa longueur d'onde est aussi plus courte. D'accord? Voilà, voilà. Alors la question suivante, c'est déterminer finalement quand est-ce que la pratique du surf est la plus favorable en regardant le document 5. Donc en regardant ce document-ci. Ok? Donc que faut-il faire avec ça? Eh bien, il faut bien entendu repérer les moments entre la marée basse et la marée haute, d'accord? Et pas l'inverse, hein, puisqu'on nous dit que c'est lors d'une marée montante, donc il faut vérifier ça. Et puis enfin, lorsque le vent souffle en direction du nord-est. Voilà, donc ceci, si on regarde bien, ça correspond à quelle date? Ben, ça correspond au jeudi 21 entre 5 et 7 heures. Hein, vous l'avez ici, le jeudi 21. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cette gamme-là, d'accord, on a bien ici un vent qui souffle en direction du nord-est, pour une marée montante. D'accord? Ça va ça, c'est clair? Et puis vous avez en outre, vous avez aussi une très bonne date, c'est entre 14 heures et 19 heures. Donc entre 5 et 7 heures au matin, entre 14 et 19 heures le jeudi 21, et encore le samedi 23 entre 14 et 20. Donc le samedi 23, si je regarde entre 14 et 20, j'ai toute cette catégorie-ci, d'accord? Ça s'ouvre bien en direction du nord-est. Et comment est la marée? Ben, il faut aller regarder la marée, d'accord? Quand est-ce qu'on passe de basse mer à pleine mer? Eh bien, vous regardez qu'entre quelle heure et quelle heure ça se fait? Eh bien oui, ça se fait entre 14 et 19, ça marche. D'accord? Entre 14 et 19, là, voilà, là on finit la basse mer. Donc juste après, on va aller vers la pleine mer de nouveau. Et donc, c'est marée montante avec un vent qui pointe au nord-est. Ok? Voilà, donc bien lire les documents. Alors, la dernière question, c'est le mascaret. Donc, le mascaret, c'est une onde qui se propage à une vitesse v de l'ordre de 5,1 mètres par seconde. Et donc, c'est une onde qui remonte d'un fleuve. Donc, étant Arsin à 17h58, à quelle heure arrivera-t-il ce mascaret à une durée de 13 km en amont du fleuve, donc en remontant le fleuve? Que va-t-on avoir ici? Donc, ce qu'on va avoir, c'est la chose suivante, d'accord? C'est que pour parcourir 13 km, il va falloir un certain temps. Donc, que sait-on? On sait la vitesse, c'est 5,1 mètres par seconde. On sait que la distance va être de 13 km. 13 km, si je compare avec la vitesse qui est en mètres, il faut le mettre évidemment en mètres également. Ça fait 13, 10 exposant 3 mètres. Quel va être le temps pour parcourir ça? Eh bien, le temps, ce sera la distance divisée par la vitesse. D'accord? Et dans ce cas-ci, ça va valoir quoi? Donc j'ai fait le calcul avec vous, donc c'est 2549 secondes. D'accord? Alors, bon, comme vous nous avez donné des heures en minutes précédemment, on va transformer ça en minutes. Donc pour transformer ça en minutes, il faut savoir que il y a 60 secondes dans une minute, donc on va diviser ça par 60. Si je divise ça par 60, j'obtiens 42,48. Donc ça va me faire au moins ici 42 minutes. Et si je retire ce 42, parce que c'est les 42 minutes, voilà, il me reste 0,48 minutes que je remets en secondes. Et donc voilà, j'ai 42 minutes et 29 secondes. Okay. Et donc l'heure à laquelle j'arriverai à 13 km en amont d'Arsin, mais comme Arsin, j'y étais à 17h58. Voilà, 17h58, 42 minutes plus tard, T1 plus 42 minutes, eh bien je vais y être, 17h58 plus 2 minutes, ça fait 18h, plus 40, ça fait 18h40. Alors vous pouvez être précis et dire 29 secondes, mais bon, c'est quand même assez aléatoire ça, pour dire de travailler dans les secondes, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que ce ne soit pas exactement 30 secondes après. Voilà, mais d'une façon générale, c'est la procédure à suivre, d'accord? Voilà, donc c'était la dernière question de cet exercice de bac. Donc j'espère que tout ça était très clair pour vous. Et si c'est le cas, j'en suis bien heureux. Et nous allons maintenant passer à notre petit dernier exercice concernant ce module, qui va lui traiter de l'effet Doppler. Et nous voici déjà sur l'exercice 12,
qui est un exercice sur l'effet Doppler et ses applications. Alors, c'est un exercice qui est paru au bac en 2016 en métropole, et il est assez complet, ma foi. Donc on nous dit que Christian Doppler, savant autrichien, propose en 1842 une explication de la modification de la fréquence du son perçue par un observateur immobile lorsque la source sonore est en mouvement. Buys-Ballot, scientifique hollandais, vérifie expérimentalement la théorie de Doppler en 1845 en enregistrant le décalage en fréquence d'un son provenant d'un train en mouvement et perçu par un observateur immobile. On se propose de présenter l'effet Doppler, puis de l'illustrer au travers de deux applications. Alors, premièrement, mouvement relatif d'une source sonore et d'un détecteur. Nous nous intéressons dans un premier temps au changement de fréquence associé au mouvement relatif d'une source sonore et d'un détecteur placé au point M. C'est la figure 1 ici. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre dans lequel le détecteur est immobile. Une source S émet des bips sonores à intervalles de temps réguliers dont la période d'émission est notée T0. Le signal sonore se propage à la célérité V son par rapport au référentiel terrestre. 1.1. Question. KA. La source S est immobile en x égale 0 et le détecteur M situé à la distance D perçoit chaque bip sonore avec un retard lié à la durée de propagation du signal. Première question. Définir par une phrase, en utilisant l'expression bip sonore, la fréquence F0 de ce signal périodique. Deuxième question. Comparer la période temporelle des bips sonores perçus par le détecteur à la période d'émission T0. Alors, KB, la source S, initialement en x égale 0, se déplace maintenant à une vitesse constante, Vs, suivant l'axe X, en direction du détecteur immobile. La vitesse Vs est inférieure à la célérité du son, V son. On suppose que la source reste à gauche du détecteur. Le détecteur perçoit alors les différents bips séparés d'une durée T' est égale à T0 fois 1 moins Vs sur V du son. Indiquer si la fréquence F' des bips perçus par le détecteur est inférieure ou supérieure à la fréquence F0 avec laquelle les bips sont émis par la source S. Justifié. Alors, voici la partie 2 de cet exercice. Donc, l'application de l'effet Doppler dans deux cas particuliers. Donc, ici 1 et on aura le suivant après. Donc, la vélocimétrie Doppler en médecine. Blablabla, 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 blablabla. Je vous laisse lire. Faites pause sur la vidéo pour bien voir. Voilà. Puis on arrive à ceci, un petit schéma qui nous donne le principe de la mesure d'une vitesse d'écoulement sanguin par effet Doppler. L'échelle n'est pas respectée, bien sûr. Blablabla, bla, on nous donne d'autres choses. Question. Le décalage en fréquence mesuré par le récepteur est de 1,5 kHz. Identifiez le ou les types de vaisseaux sanguins dont il pourrait s'agir. Question 2. Pour les mêmes vaisseaux sanguins et dans les mêmes conditions de mesure, on augmente la fréquence des ultrasons émis, FE. Indiquez comment évolue le décalage en fréquence ΔF. Justifié. Enfin, la partie 3 de cet exercice, après les vaisseaux sanguins, on fait une application de l'effet Doppler pour mesurer la vitesse d'un hélicoptère. Donc ici, on va s'intéresser à un son émis par un hélicoptère et perçu par un observateur immobile. Voilà, arrêtez la vidéo pour continuer à lire et vous figurez ce qu'est l'exercice. Blabla. OK. 3.1. Première question donc. Déterminer avec un maximum de précision la longueur d'onde lambda 0 de l'onde sonore perçue par l'observateur lorsque l'hélicoptère est immobile. Puis la longueur d'onde lambda' lorsque l'hélicoptère est en mouvement rectiligne uniforme. 2. En déduire une estimation de la valeur de la célérité de l'onde sonore. Commenter la valeur obtenue. 3. Déterminer la fréquence du son perçu par l'observateur lorsque l'hélicoptère est en mouvement. Cette valeur est-elle en accord avec le résultat de la question 2? Comment la perception du son est-elle modifiée? 4. En déduire la valeur de la vitesse de l'hélicoptère. Cette valeur vous paraît-elle réaliste?
Point d'interrogation? Voilà, voilà. Donc, cette fois, j'ai tout lu avec vous. Hein, ça veut dire que je vais être plus rapide aussi dans les réponses cette fois. D'accord? Donc, faites bien l'exercice, faites-le bien à fond, et puis on se reverra. Je vous donnerai donc essentiellement les réponses. On a bien lu les documents ensemble, donc vous savez exactement ce qu'il y a dedans, et vous devez être donc capable de tout faire sans problème. Alors, je sais bien que le Doppler, c'est parfois pas le plus simple, mais bon, vous allez voir, ça se fait bien. Ok, à tout de suite alors pour les solutions, hein? Allez-y à fond. Courage. Tout s'est bien passé? Bon, je l'espère. Sinon, bah écoutez, hein, on va quand même, je vous ai dit qu'on allait quand même corriger. Hein, je vais aller plus vite, mais on va corriger bien sûr. Donc, dans première série d'exercices, donc dans la première partie, on parle du mouvement relatif d'une source sonore et d'un détecteur. 1, le cas 1. Donc dans la sous-partie 1, bah, la fréquence F0, c'est le nombre de bips sonores par seconde. Ça s'exprime donc en Hertz. Dans le 2, la distance entre la source et le détecteur ne varie pas. Ainsi, l'effet Doppler ne se produit pas. Et donc, T égale T0. D'accord? Ça, c'est le cas 1, 1, 2. Ok, on continue. Dans le cas B, donc on est cette fois-ci en 1, 2. Qu'est-ce qui se passe? B, on a que la vitesse de la source, Vs, est plus petit que la vitesse du son. C'est donc que la vitesse de la source sur la vitesse du son est plus petite que 1. Ainsi, je vais avoir que 1 moins la vitesse de la source sur la vitesse du son sera plus petit que 1 également, puisque de 1, je retire quelque chose qui est plus petit que 1, j'ai en finale quelque chose de plus petit que 1. Et comme la période perçue, c'est la période initiale fois 1 moins la vitesse de la source sur la vitesse du son, eh bien j'aurai bien, puisque ceci est plus petit que 1, que le résultat là est plus petit que T0. Hein, T0 fois 1. Et donc T' est plus petit que T0. La période perçue est plus petite que la période d'émission. D'accord? Ou inversement, on aura que 1 sur T' sera plus grand que 1 sur T0. N'oubliez pas, si j'inverse, je change le signe de l'inégalité. Et donc ça veut aussi dire que la fréquence perçue, F', est plus grande que la fréquence d'émission. Voilà. Et ceci, bien sûr, correspond bien à l'observation de la vie quotidienne. Hein. Lorsque vous avez une ambulance qui s'approche, eh bien, sa sirène semble de plus en plus aiguë. Hein. Le son émis par sa sirène semble de plus en plus aigu lorsque cette ambulance s'approche de vous. Voilà, voilà. Bon, donc ça, c'est toute la série 1 qui est faite. 1 et 1, 2. Et on passe dans la partie 2. Donc, dans la partie 2, on parle de la vélocimétrie Doppler en médecine. D'accord? Et pour la question de 1, on va simplement appliquer la formule qui est fournie. Donc on vous dit que V, c'est la vitesse des ultrasons, je vais l'écrire comme US, sur 2 cosinus θ, fois delta F sur Fe, fréquence émise, et vous savez que delta F est égal à 1,5 kHz. Eh bien, en appliquant cette formule et en remplaçant dedans par ce qu'il faut, c'est-à-dire 1,57 fois 10 exposant 3 divisé par 2 fois le cosinus de 45 degrés, fois la différence de fréquence qu'on vient d'écrire comme étant 1,5 kHz, ne pas oublier de le mettre en Hertz, donc c'est fois 10 exposant 3, divisé par 10 fois 10 exposant 6, ici aussi attention, hein, vous aviez des mégas, des millions, et bien lorsque vous calculez ça, ça vous donne 0,1665 mètres par seconde. Voilà à quoi est égale cette vitesse. Donc en ne conservant que deux chiffres significatifs, eh ben, le 0,1665, ça devient 0,17, d'accord? Puisque la troisième décimale ici est supérieure à 5, on arrondit au chiffre du dessus à la deuxième, 0,17. Voilà, ce qui fait aussi 17 cm par seconde, puisque 0,17 mètres, c'est 17 centièmes de mètre, c'est 17 cm. Et si vous regardez bien la figure 2, d'accord, vous voyez que les vaisseaux pour lesquels les vitesses d'écoulement sanguin sont dans cette gamme
sont en fait les artérioles. Un peu plus de 0 cm par seconde à une vitesse de 20 cm par seconde. Et les veines également. Vous voyez bien ça, donc voici le graphe ici qui donne la vitesse de l'écoulement sanguin en centimètres par seconde. Nous allons trouver 17, 17 c'est ici, donc vous trouvez effectivement qu'il y a là les artérioles. Et si vous continuez de nouveau vers 17, 17, 20 ici, vous trouvez les veines. D'accord? Donc c'est les deux types. Hein, d'accord? C'est les deux espèces qu'on trouve dans le sang qui s'écoulent à ces vitesses d'écoulement proches de 17 cm par seconde. Voilà, voilà. Alors, pour le 2,2, on avait bien la formule de départ de nouveau qui était V, c'est la vitesse des ultrasons, divisé par 2 cosinus θ, fois delta F, sur la fréquence d'émission. D'accord? Donc, si on veut delta F, cette fois-ci, eh bien, on va renverser cette équation. D'accord? Et on va dire que c'est 2V cosinus θ sur V, la vitesse des ultrasons, fois la fréquence émise, okay, que je vais simplement ajouter ici au numérateur, hein, qui vient de là, donc ça passe bien au numérateur. Ok, et dans cette formule, qu'est-ce qu'on a? On a que la fréquence émise augmente. Si la fréquence émise augmente et que les autres paramètres restent inchangés, ben ça veut dire que delta F va augmenter également. D'accord? Ok, donc comme delta F est directement proportionnel à la fréquence émise et que cette dernière augmente, ben delta F augmente. Voilà. Donc on a un déplacement des fréquences dans les aigus pour un son, et dans tous les cas, vers de plus grandes fréquences dans le cas. Alors avec ça, nous arrivons directement dans la partie 3, donc détermination de la vitesse d'un hélicoptère par effet Doppler. Et en 3.1, on mesure la distance correspondant à plusieurs longueurs d'onde, bien sûr, pour avoir un maximum de précision. Donc sur la figure 4, de nouveau, vous faites une bonne échelle, d'accord? Vous faites une bonne échelle, vous regardez quelle est l'échelle en réalité et ce qu'elle vaut sur votre écran. Vous mesurez un certain nombre de longueurs d'onde et vous regardez à quelle longueur ça correspond sur votre écran et puis donc en réalité, vous faites une règle de 3 et vous allez alors trouver la longueur d'onde voulue. D'accord? Et la longueur d'onde que vous allez trouver, eh bien c'est 0,43 mètres. Voilà. Ok? D'accord? Donc vous avez bien ici une échelle. Vous savez ce que vaut l'échelle, vous la mesurez vous sur votre écran, d'accord? C'est votre référence. Et puis vous allez compter le maximum ici de longueur d'onde, mesurer la distance, et ainsi vous allez parvenir à une longueur d'onde, qui est une distance qui sépare deux crêtes successives. Et pour la figure 5, c'est pareil, vous allez faire la même chose, mais dans le cas de cette figure 5. Voilà, donc en tenant compte de l'échelle pour le deuxième, donc ce sera celui de la figure 5, eh bien, vous devez trouver que la longueur d'onde, elle est de 0,35. D'accord? Donc la longueur d'onde perçue est plus courte que la longueur d'onde émise. En 3.2, pour déterminer la vitesse de l'onde, eh bien, on sait que la longueur d'onde, lambda 0, ce sera la vitesse du son divisée par la fréquence. D'accord? C'est-à-dire aussi que la vitesse de son, puisque c'est elle qu'on cherche, sera égale à lambda 0 fois f0. Je remplace par ce que ça vaut. Donc lambda 0, on vient de le déterminer, c'était 0,43. F0, il était donné, c'était 810 Hz ou 8,1 10 exposant 2. D'accord? Et donc, lorsque je fais le produit, vous prenez la machine, vous le faites, si ce n'est déjà fait, ça vous donne 3,483 10 exposant 2. Quoi? C'est une vitesse, donc des mètres par seconde. Ok? N'oubliez pas les unités. Alors, ici, si on garde deux chiffres significatifs, eh bien, ça fait 3,5. Voilà, voilà. Donc, on sait que la célérité du son dans l'air est plus proche de 340 mètres par seconde en général. Ici, on trouve 350. Ok? Donc, on a pu éventuellement commettre une légère erreur de mesure sur la mesure de lambda 0, lorsqu'on l'a mesuré sur la figure, ou lors de la détermination de l'altitude de l'hélicoptère. D'accord? Qui joue sur la célérité du son. Voilà. Alors, en 3.3, que veut-on en 3.3? Donc en 3.3, on veut déterminer la fréquence du son perçu par l'observateur lorsque l'hélicoptère est en mouvement.
Est-ce que c'est en accord avec le résultat de la question 1.2? Et comment la perception du son est-elle modifiée? Donc 3.3, grâce à la figure 5, on avait pu déterminer que lambda', c'était 0,35 mètres. C'était ici. Vous voyez? Et la valeur précédente de la célérité, d'accord? Alors la valeur précédente de la célérité qu'on a trouvée, on va l'utiliser. Et donc lambda' sera égal à cette vitesse du son divisé par f'. Donc f', la fréquence que l'on cherche, sera égale à la vitesse du son sur lambda'. Ce qui fait donc la vitesse du son, c'est lambda 0 fois f0 sur lambda'. Lambda 0 fois f0, c'était ceci. D'accord? Donc divisé par lambda', ça veut dire que ça va faire 350 divisé par 0,35. Et on trouve 1.0, 10 exposant 3 Hz. Voilà. Autrement dit, 1 kHz. Et 1 kHz, c'est plus grand que la fréquence initiale. D'accord? Donc la fréquence perçue, de nouveau, est supérieure à la fréquence émise. Donc le son émis par l'hélicoptère paraît plus aigu lorsque ce dernier s'approche de l'observateur. Bon, on commence à bien connaître cette propriété des ondes. Donc, par effet Doppler, lorsqu'une onde se rapproche de vous, eh bien, chez génération, le son paraît toujours plus aigu. Si c'est un autre type d'onde, eh bien, sa fréquence va augmenter. Voilà. Alors, après, 3-4, qu'est-ce que ça va être? En déduire la valeur de la vitesse de l'hélicoptère. Est-ce que cette valeur vous paraît réaliste? Alors, on va terminer avec ça, donc. En 3-4, si on veut la vitesse de l'hélicoptère, comment va-t-on faire? Eh bien, on va commencer en se disant, voilà, la période perçue, c'est la période émise, celle qui était donnée au début du sujet, par 1 moins la vitesse de la source divisé par la vitesse du son. Voilà ce qu'on avait. OK? Et on peut jouer cette fois-ci avec cette équation, on peut la renverser, je vous laisse faire, pour déterminer la vitesse de la source, puisque c'est ça qu'on veut, on veut la vitesse de l'hélicoptère. Et donc si je renverse l'équation, j'obtiens ceci, ça fait 1 moins f0 sur f' fois la vitesse du son. D'accord? Et toutes les variables qui sont là, je les connais. Donc je vais avoir 1 moins 8.1 10 exposant 2, ça c'était la fréquence émise, divisé par 9,95 10 exposant 2, c'était la fréquence perçue, le tout multiplié par T0, c'est-à-dire 3.48 10 exposant 2, par la vitesse du son, excusez-moi, donc 3.48 10 exposant 2. Vous voyez ici, j'ai pris des valeurs un peu plus exactes. Là, c'était 3.883. Vous pouvez, dans le calcul, en fait, il vaut mieux garder le maximum de précision. Donc même si à un moment donné, vous avez ici arrondi à 2 chiffres significatifs, dans les calculs qui requièrent un peu plus de précision, pour ne pas faire trop d'erreurs, vous gardez les chiffres d'avant et vous réarrondirez cette fois-ci à la fin, d'accord? Pour pas accumuler les erreurs d'arrondi. Voilà, et donc ceci fait 64.8 mètres par seconde. Ou encore, si je m'arrête cette fois-ci de nouveau à 2 chiffres significatifs, ce sera 65 donc mètres par seconde. Voilà. Hop, 65 mètres par seconde si je garde ces 2 chiffres significatifs. Alors, est-ce que c'est réaliste? Eh bien, pour savoir ça, il faut que je me mette en kilomètres par heure, parce que moi j'ai bien une idée pardon, de la vitesse d'un hélicoptère en kilomètres par heure et pas en mètres par seconde. Donc pour mettre ça en kilomètres par heure, il faut faire fois 3,6. Et donc j'obtiens une vitesse de 233 km par heure, qui me semble un peu faible, mais qui est réaliste pour un hélicoptère. Bien sûr, un hélicoptère peut aller plus vite, en tout cas certains hélicoptères peuvent aller plus vite, mais avec le mouvement des pales qui lui permettent la lévitation, c'est déjà assez pour un hélicoptère. Donc oui, 233 km par heure, c'est réaliste. Voilà. Et donc ceci termine ce dernier exercice des méthodes. Voilà.
À présent, eh bien, comme d'habitude, nous allons devoir prévoir la session interactive. Et donc, pour cela, eh bien, nous allons faire les choses suivantes. Donc, vous allez ouvrir le fichier PDF qui est en dessous de cette vidéo, d'accord? Dans ce fichier PDF, vous allez trouver une question de bac, que j'espère la plus généraliste possible, qui recouvre un maximum de ce qu'on a fait dans ce module. Vous allez répondre soigneusement par écrit, m'envoyer la réponse, et puis ça servira de base à notre discussion interactive où je pourrai répondre à vos questions subsidiaires également. Voilà, donc j'espère que ce module vous a plu. Alors, ne vous y fiez pas, c'est un module qui est un peu long, hein. En fait, ça regroupe 3 chapitres que vous voyez durant l'année, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il a cette longueur, c'est un grand module. Tous les modules n'auront pas cette taille, hein. Mais bon, voilà, c'est tout ce qui concerne les ondes, hein, pour cette année, en ne prenant pas encore la partie ondes-particules un petit peu reliée à la mécanique quantique, qui viendra plus tard et qui sera un module, lui, plus court, beaucoup plus court. Voilà. Alors, espérant que tout ça vous a plu, eh bien, je vous attends avec impatience dans le prochain module. À très bientôt, au revoir.